Je vais entamer l'introduction de cette séquence, une séquence exceptionnelle, ça vous a été dit, puisque l'on a le grand honneur d'accueillir sur cette journée de dialogue des savoirs venu des États-Unis un scientifique de grand renom qui fait parler les étoiles, qui fait parler les univers. Et c'est important parce que de prendre cette hauteur un petit peu dans ce dialogue des savoirs, une hauteur qui va nous emmener dans le lointain, qui va nous emmener dans le secret de l'univers et des étoiles, un univers dont l'observation s'est longtemps faite à la lumière des astres lointains, astres naissants, astres mourants, et une observation qui aujourd'hui se fait aussi avec l'écoute d'une nouvelle voix qui nous vient du tréfonds de l'univers. Ce sont ces ondes gravitationnelles infimes qui viennent à nous comme la résonance de soubresauts les plus lointains. C'est un projet hors norme, c'est un projet baptisé LIGO, couronné d'un prix Nobel, qui a permis de capter et de décrypter ces ondes et de découvrir des trous noirs, des étoiles invisibles à nos télescopes jusque-là. C'est une nouvelle géographie, c'est une nouvelle connaissance de l'univers qui est en train de s'ouvrir à nous, avec des horizons sans précédent en matière d'astrophysique, bien évidemment, mais c'est aussi, et on le verra de manière importante, le fruit d'une collaboration sans précédent entre chercheurs, d'un dialogue des savoirs exemplaires en matière scientifique. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'un des promoteurs de ce projet géant. Il est docteur en physique atomique et moléculaire, chercheur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Il est l'un des concepteurs de ces engins qui ont permis d'aller attraper ces ondes gravitationnelles. Il a dirigé aussi les équipes de recherche qui ont travaillé sur ce projet et au décryptage de ces signaux arrivés du très, très, très lointain. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement David Shoemaker. Merci beaucoup pour l'opportunité de parler à vous avec mon grand accent américain. Je suis désolé. J'espère que ça va être au moins compréhensible ce que j'ai à dire. Je vais parler de mon projet d'astrophysique. C'est évidemment quelque chose qui est assez différent que ce qu'on avait entendu ce matin. Mais je pense qu'on va trouver aussi qu'il y a un peu de points communs et ça va peut-être sortir dans les discussions après. Mais allons-y. Ce que je dois faire d'abord, c'est faire une introduction au trou noir. Vous savez, une étoile, on a le gaz et la poussière qui se ramassent à cause de gravitation, ça devient très dense, ça commence à brûler la matière, l'hélium est converti dans l'hydrogène, ça devient de plus en plus lourd. À un point quelconque, par contre, toute cette matière est bouffée, toute la combustion est finie et l'étoile perd de pression et se collapse. Et ça fait peut-être une supernova, peut-être non, mais de toute façon, ça collapse dans un très petit volume. Et si l'étoile est suffisamment grande, ça va collapser dans un trou noir, qui est simplement un défaut dans l'espace-temps. C'est simplement un point mathématique avec beaucoup de poids. Il y a aussi un horizon. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu plus les lumières qui sont ici? Il y a aussi un horizon qui est difficile à voir là, mais les trous noirs sont représentés par la surface à laquelle rien ne peut s'en échapper. La plupart des étoiles dans l'univers et aussi les trous noirs sont en paire binaire. C'est des deux étoiles, l'un qui tourne autour de l'autre. Et dans ce cas-là, ces deux trous noirs, il y a 1,3 milliard d'années, sont en train de faire les dernières plusieurs tournants avant de devenir un seul objet, un seul trou noir. Cet événement, qui était il y a 1,3 milliard d'années, va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. La chose qui est chouette est de remarquer que c'était à peu près à ce moment sur la Terre que les organismes commençaient à évoluer depuis les cellules singulaires à les cellules doubles, etc., etc. Donc il y a un petit parallèle là. Bon, allons-y. Maintenant, est-ce que je peux faire avancer? Oui. On va aller en avant, à peu près 1,3 milliard d'années, jusqu'à le point où on a Isaac Newton, qui a formulé lui-même les théories sur la gravitation. Il a fait des formules qui marchaient très très bien, les soi-disant lois de Newton, mais on a fait ici simplement des équations qui font des prévisions de ce qui va se passer. Et ce qu'il a pu faire, je dois trouver le bouton correct ici, il a pu faire des formules qui ont permis de calculer avec grande précision la vitesse avec laquelle la pomme va tomber sur sa tête.
Et c'est des équations qu'on a vues tous en école. Il y a une force qui est envisionnée entre les deux masses. Ça devient plus grande quand la masse est plus grande, ça devient plus faible quand la séparation R devient plus grande. Et ça a bien marché pendant des centaines d'années. Par contre, un petit peu plus tard, un scientifique favori de nous, Einstein, a eu une différente idée sur les gravitations. Et lui, il aimait bien faire des expériences dans sa tête, les Gedanken expériments. Et avec ça, il a eu plusieurs idées sur la façon que la gravitation déforme l'espace-temps. Et en particulier, là, on voit sa conception de gravitation entre deux objets, entre deux masses. Là, on a le Soleil et là, on a la Terre. Et dans sa vision, ce Soleil fait une déformation dans l'espace. Là où on a pris les trois dimensions, on les a comprimées en deux. Et on voit qu'il y a une grande déformation dans l'espace-temps à cause de cette grande masse, une petite déformation à cause de la Terre. Et dans sa vision, l'orbite n'est pas à cause d'une attraction physique entre ces deux objets, mais plutôt que la Terre court dans une déformation constante autour du Soleil. Il avait aussi les idées sur les choses qui bougeaient. Et en particulier, il avait des conceptions sur l'interaction entre nos deux trous noirs. Regardons. Voilà encore une simulation des deux trous noirs. Cette fois-ci, on voit cette déformation d'espace-temps qui est sous chacun des deux trous noirs, infiniment profond. On voit les deux masses qui tournent l'un autour de l'autre. Et une des prévisions d'Einstein était qu'il y aura des ondes gravitationnelles qui sont émises au fur et à mesure que les deux étoiles tournent autour d'eux-mêmes. Et en effet, la fréquence est à peu près constante tôt dans la vie de cette binaire. Et vers la fin de la vie de cette binaire, ça accélère et aussi les signaux deviennent de plus en plus forts. La déformation d'espace-temps devient de plus en plus violente. On va ralentir la simulation là, juste presque au moment où les deux horizons de trous noirs touchent et ça devient un seul objet. C'est le moment d'émission maximale de ces ondes gravitationnelles d'Einstein. Et puis, on a un seul objet, ça bouge un petit peu comme quelque chose fait en gélatine, et puis les ondes se propagent à la vitesse de lumière, selon Einstein, vers nous. Tout ça, il y a 1,3 milliard d'années. Pourquoi est-ce qu'on devrait chercher les ondes gravitationnelles? C'est un nouveau vecteur d'information. C'est une façon de regarder qui porte des informations complètement différentes que les photons, lumière, infrarouge, rayons X, etc., que vont. Est-ce que je peux aller en arrière? Yeah, oui. OK, donc c'est sensible aux masses énormes, en grande accélération. Je dois trouver le bouton correct. Voilà. C'est non masqué par les nuages et la poussière interstellaire. Il a une très grande portée, on peut voir jusqu'à la fin de l'univers. Et il y a des potentiels pour révéler des premiers instants de l'univers à cause du fait que ça peut transporter l'information depuis très très loin jusque chez nous. C'est un petit peu analogue à la situation avec Galileo, qui a regardé le ciel avec son télescope. Il a utilisé un nouveau porteur d'information pour comprendre l'univers. Les ondes gravitationnelles, les gravitons si on veut, sont aussi, dans une façon similaire, une façon de prendre des choses qui seraient sinon complètement inaccessibles à nous. L'effet sur Terre, par contre, est très, très, très petit. C'est un minuscule étirement et compression de l'espace. Et là, on voit une simulation de ça, et on voit qu'à un moment, l'espace-temps est tiré dans cette direction-là, pendant que c'est comprimé dans la direction opposée, et puis l'envers un petit peu plus tard. L'amplitude de ce changement, dû à notre système de deux étoiles, de trous noirs, ce n'est pas un centimètre par l'épaisseur d'un cheveu, ce n'est pas le diamètre d'un atome, ce n'est même pas le diamètre d'un proton, c'est encore plusieurs ordres de grandeur plus petite que ça, 10-19 mètres. Je pense qu'une bonne façon de voir une équivalence, si une onde gravitationnelle de cette force-là passe entre nous et Alpha Centauri, qui est l'étoile la plus proche à nous, c'est 4 années-lumière éloignées de nous, la distance entre nous et cette étoile va changer par l'épaisseur d'un cheveu. Et ça, c'est notre challenge expérimental de faire cette détection de ces ondes. C'est impressionnant quand même.
comment est-ce qu'on va faire ça? Cette personne-là, Ray Weiss, c'est quelqu'un avec lequel je travaille depuis à peu près 45 ans. Et on va voir son visage un petit peu plus tard, d'ailleurs. Et il a eu une très bonne idée. Il avait une nouvelle chose qui s'appelle un laser. Son idée était de mettre la lumière d'un laser sur un miroir qui transmet la moitié de lumière et qui réfléchit la moitié. On laisse propager la lumière sur les deux bras, soi-disant, de cet interféromètre à Michelson. Les deux faisceaux se retrouvent à ce même miroir et puis ça tombe sur peut-être un détecteur électronique qui peut convertir l'intensité lumineuse dans un signal électrique. Et si les deux ondes s'alignent, on va avoir un point brillant sur l'écran. Et si ils sont en contrepoint, je vais pousser encore, oh boy, voilà. Si on a une onde gravitationnelle qui tombe sur ce plan, ça fait cette différence en longueur différentielle entre les deux bras, et ça change ensuite l'intensité lumineuse à la sortie de l'interféromètre. On a là un transducteur, quelque chose qui fait une conversion entre la force de distorsion de l'espace-temps et un signal électronique. Et ça, c'est la base de notre détecteur. En effet, il faudrait faire quelque chose qui est beaucoup plus élaboré. La première chose que je vais remarquer est que le plus long qu'on fait les bras, le plus grand l'effet dans notre interféromètre. Après beaucoup d'expérimentation, beaucoup de développement de technologies, on a convaincu, dans le cas des États-Unis, que la National Science Foundation nous donne la moyenne de construire 2 observatoires. Ça, c'est un en Louisiane, dans le sud-est, un deuxième qui est dans l'État de Washington, dans le nord-ouest. Les bras sont maintenant de 4 km de longueur. On fait courir cette faisceau laser dans un système à vide, un des plus grands et le plus extrême dans le monde. On a des lasers très puissants et beaucoup de systèmes pour les régler. On a un système de contrôle pour regarder ce qui marche, mais ce qui ne marche pas. Et puis, on a beaucoup de jeunes qui travaillent tous les jours et nuits pour le faire marcher. Et avec ce système-là, on a réussi à voir un signal. Voilà l'enceinte là. On imagine qu'on est là, on regarde le signal. Ah, je dois maîtriser ce truc. Ça, c'est notre sortie d'interféromètre. Et ça, c'est le signal électronique qui sort de cette capteur d'intensité lumineuse. Et dans une direction, on a l'étirement de l'espace-temps, et l'autre direction, la compression. Là, c'est simplement le bruit d'instrument. Ça fait ce bruit tout le temps, des sources de bruit électroniques, fondamentales, non fondamentales. Mais là, on voit que les deux signaux, depuis les deux interféromètres en Louisiane et Washington, commencent à montrer un tout petit peu de signal dans le bruit. Ça devient de plus en plus grand, et vous allez reconnaître plus ou moins la signature qui était en bas de mon simulation plus tôt, les signaux qui ressemblent à un signal de trou noir. Mais voilà notre question. Est-ce que c'est vraiment un signal? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'assurer qu'on a fait une conclusion correcte? La première chose que je vais mentionner est que ce détecteur fait en soi-même les signaux qui ressemblent aux vrais signaux gravitationnels, mais qui sont simplement des sources de bruit. Et si on a du malheur, on va avoir ça dans 2 détecteurs. Mais en effet, si on utilise les détecteurs, détecteurs multiples et indépendants, on peut être assez sûr que le signal qui passe dans les deux est à cause de quelque chose externe à chacun des 2 interféromètres. On demande aussi que les signaux arrivent dans un intervalle compatible avec la propagation des ondes gravitationnelles à la vitesse de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'on a notre trou noir ici et le signal tombe d'abord sur l'interféromètre à Washington et puis ensuite sur l'interféromètre à Livingston. Puisque ça se propage à la vitesse de lumière, ça prend 10 millisecondes maximum entre les deux. Ça, c'est parce que c'est 3000 km. Si on voit les 2 signaux qui sont très, très similaires, mais ils sont séparés par 20 millisecondes, ce n'est pas une onde gravitationnelle. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire pour se protéger contre un faux signal. On exige aussi une cohérence avec les prévisions d'Einstein. On prend ce signal-là et on fait une comparaison avec 250 000 prévisions
de tailles différentes de trous noirs, petites, grandes, petites, etc. Et pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est le patron, qu'est-ce que c'est la prévision d'Einstein qui est le meilleur accord avec les données qu'on a. Donc, on fait en temps réel le passage des centaines de milliers de signaux comme ça, et on recherche celui qui est le meilleur match avec notre signal qui arrive. On soustrait ensuite notre signal patron depuis le signal dans l'interféromètre, et on a réussi quand on ne voit rien dans la soustraction, que de bruit de l'interféromètre. Et avec ça, on pourrait avoir une grande assurance que c'est une vraie onde gravitationnelle. Je vais dire que c'est vraiment un challenge de big data et big computation parce qu'il faut faire ça en temps réel. On voudrait dire aux astronomes exactement où se trouve la source aussi vite que possible. Et ça exige le développement de logiciels de coordination, des liaisons de centres de calcul mondial. On cherche aussi les déviations par rapport avec la relativité générale. Ça serait vraiment quelque chose de fantastique à voir. On a beaucoup de problèmes en physique à cet instant, la matière noire, l'énergie noire. Et si on pourrait trouver qu'il y a une erreur dans la relativité générale, ça serait peut-être une indication quelle direction il faudrait aller pour résoudre ces grandes questions. Jusqu'à maintenant, les signaux sont en accord absolument parfait avec la théorie de relativité générale. L'autre chose qu'il faudrait faire est de forcer un consensus, ou arriver à un consensus entre tout le monde qui travaille dans ce domaine. On a à peu près 1500 chercheurs de LIGO et Virgo Collaboration. Ils sont formés pour développer ces instruments et aussi le logiciel pour détecter les ondes gravitationnelles. Ils sont un petit peu partout dans le monde. On donne en retour pour un accès aux données et le droit d'être auteur dans les publications, l'obligation de participer dans un effort collaboratif. Donc, on a je ne sais pas si on dit en français, une carotte et un bâton, mais c'est un équilibre entre les deux. On a égalité parmi tous les participants. On a une liste alphabétique des auteurs, à peu près 1000 auteurs pour nos articles. Et on est unis par la motivation scientifique. On a une absence de vraie structure d'autorité et de responsabilité. Ils ne sont pas des employés, mais on a un but commun, et pour ça, on est prêt de faire des compromis, d'arriver à un consensus. Il faut dire aussi qu'on tient le résultat secret jusqu'à notre annonce publique. C'est pour assurer qu'on peut développer un vrai consensus sur ce que c'est le signal qu'on a vu, et aussi pour assurer que le succès est communiqué par une seule personne, le haut-parleur de collaboration, pour que tout le monde ait à un niveau égal de recognition de ce qu'on a fait. La dernière chose que ça a permis aussi, de travailler avec les portes fermées, et qu'on peut parler des idées un petit peu fous, on peut faire des disputes, etc. On peut développer des nouvelles idées sans exposer à le grand public scientifique, et ça donne aux gens beaucoup de liberté de penser dans cette façon inventive. Il y a plusieurs éléments essentiels pour faire ça, pour réussir à ça. On utilise des technologies pour communiquer, le chat, Skype, Zoom, Google Docs, cette nature de choses. On a une bibliothèque centrale électronique pour les documents qui donne tout le monde accès, qui donne une façon de stocker les versions supplémentaires pour qu'on ne perde jamais l'histoire, etc. On a des réunions virtuelles et en personne de groupes de plusieurs niveaux d'organisation. Je prends 20 et 200 personnes comme exemple. Voici une petite collection de gens en train de discuter. Voilà un des grands colloques où on se met ensemble pour faire des votes, de faire une publication. Et puis, les articles sont écrits par un groupe cœur. Il ne faudrait pas écrire des articles avec 1000 personnes, ça serait incohérent complètement. Mais on choisit un petit groupe de 5-10 personnes qui écrit un article, mais puis on utilise des moyens électroniques pour recevoir des questions, des suggestions, des objections. On les traite un par un, et comme ça, tout le monde dans la collaboration qui voudrait s'engager a un sens de participation dans ce que nous faisons. Et la conclusion de tout ce travail de vérification est qu'on a de très haute confiance que ce signal était un vrai signal. Il y a une chance en 3,5 millions que c'était une chance bruit simultane, ou plus ou moins simultane, dans les deux détecteurs. Et on a aussi l'unanimité des 1500 chercheurs qui étaient engagés dans cette poursuite.
Et maintenant, je voudrais ajouter sur ça, on a encore une raison d'avoir beaucoup de confiance dans la première détection. On a vu, depuis ce moment-là, à peu près une trentaine d'autres signaux. Il y avait un qui était particulièrement spectaculaire que je voudrais décrire. 2 étoiles de neutrons. Une étoile, après que ça brûle et toute sa matière, pourrait collapser jusqu'à un trou noir, un vrai défaut dans l'espace-temps. Si ce n'est pas suffisamment massif, ça va simplement collapser en matériel très, très, très dense qui comporte simplement des noyaux, des atomes. Et en effet, c'est une matière tellement dense qu'une seule cuillerée à soupe, ça pèserait sur la Terre à peu près 10 000 tonnes, si on pourrait imaginer une telle chose. C'était vu par les 2 détecteurs LIGO dont j'ai déjà parlé, à Hanford et Livingston, à Washington et Louisiane, mais aussi par Virgo. Il y a un appareil similaire à nôtre qui est à Cascina, près de Pise en Italie. C'est franco-italien, et maintenant c'est de plus en plus européen. Et ça nous a joint pour une de nos séries d'observations un petit peu plus tard. Et c'était possible de faire une localisation de source par triangulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici une source de 2 étoiles neutrons qui font une coalescence. Ils ont mis leur signal très, très loin de nous. Une vague plus ou moins plane arrive sur la Terre. Ça arrivait d'abord sur Virgo, en Italie, ensuite en Louisiane, et finalement à Washington, à cause du fait que la vitesse de propagation est limitée par la vitesse de lumière. Et avec cette mesure de temps très précise, on peut calculer exactement où se trouvait la source dans le ciel, en position et à distance. Et qu'est-ce que ça nous donne? Je vais montrer encore une simulation de processus. On regarde une carte du ciel là. D'abord, il y avait 2 satellites qui regardaient les gamma rays, qui ont pu faire l'annonce qu'il y avait un signal. On a vu, en effet, aussi dans nos instruments un signal, mais ça a pris un petit peu plus de temps pour développer la carte du ciel qui correspondait à ça. Et donc, LIGO a dit, c'est soit ici, soit ici. On ajoute les informations de Virgo et on a un petit espace dans le ciel. On a envoyé ça aux astronomes qui ont tout de suite déterminé qu'il y avait une trentaine de galaxies où ça pourrait être. Et à peu près une demi-heure après que le Soleil se couche en Chili, où se trouvait les télescopes, il y avait l'identification de source de notre extra-lumière, nouveau signal. Et ça ressemblait à ça. Ça, c'est la galaxie qu'on a vue sur le transparent précédent. Et il y avait une étoile qui est apparue au même moment où on a vu la coalescence dans notre antenne. Et c'était vraiment, à ce moment-là, un événement spectaculaire pour l'astrophysique. C'était possible de faire beaucoup d'inférences sur le processus. Et voici un modèle de ce qui se passait en effet. On avait les 2 étoiles neutrons qui tournent l'un autour de l'autre. Et ils font une coalescence qui relâche beaucoup de lumière dans toutes les longueurs différentes. Et aussi, la force de cette collision a jeté beaucoup de cette matière de neutrons dans l'espace. Et donc, les astronomes ont pu voir cette lumière-là et l'évolution de cette couleur de lumière au fur et à mesure que le système se refroidit, au même moment où ces neutrons qui étaient jetés dehors se rassemblaient dans les atomes de plus en plus lourds. Et ça a résolu un grand problème sur comment ça s'appelle, la periodic table of the elements. Merci. On savait déjà que beaucoup des éléments un petit peu plus légers sont créés dans les étoiles par le processus de combustion de matière et aussi par les supernovas des étoiles qui jettent un petit peu de matière dans l'espace. Mais on n'avait jamais une bonne explication pour tous les matériaux un petit peu plus lourds, autour de l'or, l'argent, l'urane, etc., etc. Maintenant, avec ce modèle-là, on peut dire que presque tous de ces matériaux sont construits, en effet, dans ces coalescences des étoiles neutrons. Donc ça, c'est des choses très, très, très chouettes. Si vous avez quelque chose en or ou en argent sur vous, c'était créé dans une coalescence de 2 étoiles neutrons. Et pour ça,
Ça, c'est Ray Weiss. Ça, c'est la personne que j'ai indiquée plus tôt, mon collègue, plusieurs décades plus tard, Barry Barish et Kip Thorne. Ils ont gagné le prix Nobel en 2017 pour cette découverte. Et une des choses qui est chouette à remarquer est que la médaille qui est... je ne pense pas que c'est en or solide maintenant, je pense que c'est une plaque, mais never mind. C'est fait en or créé dans les étoiles neutrons. OK, avec ça, je vais terminer la présentation. On a discuté un petit peu les trous noirs. On a le génie d'Albert Einstein qui a fait pas seulement la prévision des ondes gravitationnelles. En effet, il a beaucoup travaillé dans le domaine des photons, de bruit thermique, etc., qui sont les problèmes fondamentaux dans les appareils de détection. Donc, c'est vraiment une découverte pour Einstein. Et bien sûr, c'est lui qui a prévu aussi la forme de ce signal. J'adore cette photo. Parce qu'on a l'impression que quand c'était pris, Einstein savait exactement ce qui se passerait. Il a cette sens de connaissance de l'avenir là, je trouve. Mais avec ça, je ferme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la puissance, la clarté, la passion avec laquelle vous portez ce discours qui montre bien ce qu'est sont ces ondes gravitationnelles, comment vous avez réussi à transformer les distorsions de l'espace-temps en signal électronique et donc à faire parler ce qui était le silence de l'univers et derrière à ouvrir à la connaissance de phénomènes vraiment mystérieux, la matière noire, les trous noirs, les étoiles à neutrons, c'est prodigieux. Et puis derrière, c'est aussi, et ça nous intéresse fortement pour notre journée d'aujourd'hui, une démarche de dialogue de savoir forte. Dès le début, c'est Caltech et le MIT qui se sont associés au tout début, dans les années 80, pour monter un peu ces structures. Vous vous qualifiez vous-même de garagiste. Vous m'avez dit, je suis un garagiste, moi. Hein. Je construis je construis les outils un petit peu. Et puis, alors, vous avez construit les outils, vous pouvez voir les ondes, et puis vous dites, bah, on va avoir des signaux, donc il va nous falloir de nouveaux amis pour pouvoir les interpréter, parce que nous, on sait fabriquer, mais on ne sait pas interpréter. Donc sont venus autour de ça cette communauté de 1500 chercheurs, déjà de 1000 chercheurs, et puis après, il y a une autre structure qu'on a vue qui est Virgo, qui s'est créée du côté de Pise, et puis vous vous êtes dit, bah, plutôt que de se faire la compétition et la course les uns avec les autres, travaillons ensemble. Et en 2005, LIGO, qui est donc le projet américain, et Virgo, qui est le projet européen, vous avez signé un accord partageant les données, partageant les compétences, travaillant vraiment ensemble. Et c'est aller jusqu'à ce fait d'aller travailler avec des chercheurs dans le monde entier, puis avec les astronomes amateurs, pour dire, bah, nous, on peut lire l'univers à travers les ondes gravitationnelles, mais on a besoin aussi de la lecture visuelle, la lecture de la lumière de l'univers pour attester un peu les données qu'on trouve, eh bien, vous avez mobilisé les astronomes amateurs pour cela. Donc, c'est vraiment une démarche d'équipe, une démarche communautaire, une démarche de dialogue de savoirs très différents qui se met en place, arrivant tout de même à cette chose assez incroyable. Je crois que vous avez publié un article dans une revue scientifique qui a été signé par 3000 chercheurs. 3000. 3500. 3500. Donc, déjà, en soi, ça fait la revue, hein, avec les signatures. Juste un tout petit mot, on va prendre quelques questions dans la salle. Qu'est-ce qui, avec le recul, parce que vous avez contribué à fabriquer, mais vous avez aussi dirigé pendant plusieurs années, 2017-2019, cette grande communauté, ces 1500, vous avez été le coach, l'entraîneur un peu de cette grande équipe. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement à mener dans cette démarche collective, pour que tout le monde soit dans la même direction? D'abord, il faut dire que les gens... Je dois vous féliciter pour vos études dans les ondes gravitationnelles. C'est vraiment bien. Mais bon, d'abord, tout le monde était uni. Tout le monde avait, avant la première détection, un absolute, certain focus sur cette question. On voudrait faire une première détection. Et ça c'était dans cette atmosphère-là, c'était très facile de convaincre tout le monde de travailler ensemble. Après qu'on a commencé à voir des signaux, ça devient beaucoup plus difficile parce que les égos commencent à jouer des rôles plus grands. Donc, la chose la plus difficile, c'est, je dis que c'est la racine de n. Si on a 1000 personnes qu'il faudrait gérer, il y aura 30 qui seraient vraiment difficiles. Et donc, c'était beaucoup d'efforts de régler les problèmes individuels entre les
peu de personnalités qui ne voyaient pas l'avantage de faire le compromis, de se mettre en file avec tout le reste du monde, de comprendre comment est-ce qu'on peut faire la meilleure science plutôt que comment est-ce qu'on peut faire une meilleure carrière pour soi-même. Donc, évidemment, il y avait aussi des problèmes techniques, les décisions à faire, etc. Mais finalement, ça, c'est assez facile à quantifier, d'organiser et de faire des décisions cohérentes et intellectuellement simples. C'est vraiment de régler les différences entre les gens qui est la chose la plus difficile. Les égos de l'ego. Juste très rapidement, il y a un autre aspect, on l'a assez peu abordé, il est essentiel aussi, il est très original dans votre démarche. Dès le début, très rapidement, vous êtes dit il faut que ce processus, cette découverte aille aussi au grand public. Pas simplement aux astronomes qui y collaborent, mais au grand public. Il faut que l'on construise le sens, que l'on aide les gens à comprendre ce que l'on est en train de trouver. Et il y a des programmes d'éducation, et il y a une démarche de communication très forte qui est menée d'entrée tout au long du processus pour expliquer aux gens, aux populations, ce qui est en train de se passer. En quoi c'est essentiel pour ce qu'est le projet aujourd'hui et pour ce qu'il sera demain, d'avoir une démarche pédagogique aussi puissante? Je pense que si on parle dans une façon un petit peu égoïste, c'est qu'on voudrait continuer dans ce champ, on voudrait que ça devienne plus large, plus vaste et qu'il y ait un grand avenir. Pour ça, il faudrait faire des investissements de plus. Ce sont des projets chers. Les États-Unis ont mis à peu près $1 milliard jusqu'à maintenant dans ce projet avec tous les 40 ans de travail des chercheurs individuels, plus de construire les 2 observatoires que j'ai décrits, etc., etc. Mais on a encore des programmes plus vastes pour l'avenir. On voudrait faire les antennes encore plus longues. Aux États-Unis, on ne parle pas d'un interféromètre à 4 km, mais à 40 km, qui nous permet de dire avec beaucoup plus de détails ce qui se passe dans ces ondulations, qui nous permet de parvenir jusqu'au bout de l'univers, etc., etc. Donc, d'abord, on a un plan qui exige qu'il y ait un grand public, pas seulement scientifique, mais aussi le grand public qui pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire avec l'argent des taxpayers. Donc ça, c'est une des choses. Mais par cela, on voit aussi la valeur d'avoir des jeunes qui s'intéressent dans la science, on voit les jeunes qui s'intéressent dans notre champ en particulier. Donc c'est quelque chose aussi qui donne beaucoup de satisfaction. Un dernier commentaire est que dans ce groupe de 1500 personnes, il y a pas mal de professeurs qui enseignent professionnellement. Donc pour eux, c'est la chose la plus naturelle à faire, de mettre ça dans une forme qui communique aux gens qui ne comprennent pas encore.